Bonjour, je suis Hélène Louis, directrice du Bachelor in Management de SCP Europe, qui est un Bachelor of Science, et je suis là donc pour vous parler de ce programme aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors, commencer par une petite... Oh, la technique, voilà. Donc, petit focus sur l'école d'abord. Notre devise est European Identity and Global Perspective. Nous sommes implantés sur 6 campus urbains. D'abord, nous sommes la plus ancienne école de commerce au monde. Nous avons été fondés en 1819 par un économiste du nom de Jean-Baptiste Say, que vous connaissez peut-être, et par un entrepreneur du nom de Vital Roux. Nous avons aujourd'hui 6 campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et également Varsovie, ce qui permet à nos étudiants de suivre leur parcours à travers l'Europe. Nous avons également plus de 120 partenariats académiques en Europe et dans le monde, donc ça c'est pour la Global Perspective. Et pour vous donner une idée de la taille de l'école, nous avons 140 professeurs-chercheurs permanents sur les 6 campus, qui représentent d'ailleurs une vingtaine de nationalités. Nous avons en complément des professeurs affiliés, des professeurs donc au nombre de 90, 30 professeurs visitants, et puis un grand nombre d'experts et de professionnels qui viennent partager leur expertise avec nos étudiants. Un réseau de 50 000 anciens élèves actifs dans plus de 150 pays, et puis 4600 étudiants environ en programme diplômant d'une centaine de nationalités différentes. Alors nous sommes une grande école européenne avec une vision mondiale, c'est un peu la traduction de ce que vous avez eu avant avec la Global Perspective, et nous avons de très bons classements et également de très bonnes accréditations. Alors commençons par les classements, vous connaissez sans doute les classements français. Les classements qui sont importants au niveau international sont notamment celui du Financial Times, et en 2016 nous avons eu des résultats particulièrement bons. Le Master in Management Grande École est classé 4e mondial, le Master spécialisé en finance est classé 2e mondial dans les Masters en finance, et notre Executive MBA est classé 12e mondial devant des tas de grands noms américains, donc nous sommes très heureux de ce résultat. Ensuite, donc, les accréditations, ce sont des certifications qualité de notre métier, et nous avons ce qu'on appelle une triple accréditation. 1% des écoles dans le monde ont ça, donc on a l'accréditation américaine, EICSB, l'accréditation européenne, EQUIS, et puis également l'AMBA, qui est une accréditation d'origine britannique. Et à cela s'ajoutent les accréditations, visa, etc. des différents programmes. La taille de notre portefeuille académique, parce qu'on n'imagine pas toujours, on est connu pour nos masters, on n'imagine pas qu'on a d'autres choses aussi. Alors on a un portefeuille académique complet, qui va du niveau licence, avec ce Bachelor in Management BSc, jusqu'au doctorat. Dans les programmes de management général, nous avons donc le BSc, le Master in Management, qui est le programme grande école, le MBA in International Management et un Executive MBA. Quand vous voyez Executive, ça veut dire que c'est pour des plus âgés qui travaillent et qui suivent ça à temps partiel en même temps que leur job. Vous avez des programmes diplômants et de spécialisation, MSc et master spécialisé à temps plein. La même chose en temps partiel, Executive Master spécialisé. Vous avez des tas de programmes de formation continue qui sont soit sur mesure, soit sur catalogue. Donc parfois, il n'y a que des étudiants d'une même entreprise. Parfois, quand c'est sur catalogue, il y a un programme qui est proposé et différents participants de différents horizons participent. Et puis, programmes doctoraux, en fait, nous en avons 2. Un de droit allemand en Allemagne, où nous avons statut d'université, et puis un en France, de droit tout à fait français, et nous avons une école doctorale commune avec la Sorbonne, Paris 1. Donc, voilà. Le Bachelor in Management, donc vous voyez une jolie carte, avec les 5 implantations. La Pologne n'est pas encore concernée pour le moment par ce programme. Alors, c'est un programme récent, qui a ouvert en 2015 sur le campus de Londres, qui allie les disciplines de management avec les sciences humaines et sociales, mais également avec un côté liberal arts, c'est-à-dire des matières d'ouverture, notamment en sciences humaines. Et puis, c'est un programme qui fait aussi la part belle aux langues et au développement personnel. Ce programme se déroule en 3 ans, directement après le baccalauréat. Évidemment, comme nous sommes ECP Europe, nous sommes sur le format européen
de Bologne, et c'est en 3 ans et pas en 4 ans. Ce programme est suivi 100% en anglais dès la première année, qu'on appelle le B1, et il y a également la possibilité d'avoir des cours dans les langues des campus d'études en B2 et en B3. Alors, Bachelor in Management BSc, là vous voyez quelques petites photos sympathiques des pays dans lesquels nous sommes implantés. 3 pays donc au sein d'une même école, et ça c'est très important parce que ça veut dire qu'on contrôle très bien ce qu'on appelle le curriculum, c'est-à-dire ce que les étudiants apprennent, mieux que si vous partiez en accord d'échange, etc. La première année se déroule soit à Londres, soit à Paris, et quand c'est à Paris, c'est tout en anglais. La deuxième année se déroule à Madrid, à Turin ou à Paris, et là, pour Madrid et Paris, il faut pratiquer la langue du pays parce qu'il y a un semestre d'études en langue locale. La troisième année, c'est Berlin ou Paris. Alors Berlin est tout en anglais, mais rassurez-vous, si vous êtes germanophone, vous allez avoir un choix quand même d'électifs que vous pourrez suivre en allemand, et Paris sera en apprentissage, j'y reviendrai un peu plus loin. Dans ce programme, vous pratiquez 3 langues. Vous n'avez pas de cours d'anglais puisque vous avez un niveau d'anglais suffisant pour suivre les cours en anglais Day 1. Mais ensuite, vous allez apprendre ou perfectionner votre langue de 2e campus et votre langue de 3e campus. Donc, par exemple, nous avons aujourd'hui des Coréens à Londres qui apprennent l'allemand pour pouvoir aller à Berlin en 3e année, non pas avec l'objectif d'y suivre des cours, mais plutôt de pouvoir vivre et profiter du pays dans lequel ils vivent pendant 1 an, comprendre ce qui se passe autour d'eux, suivre, je ne sais pas, une campagne électorale par exemple. Voilà, ce programme est un programme visé, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a un diplôme qui est reconnu par l'État, en fait, on appelle ça un visa. Donc ce programme a obtenu le visa à Bac+3 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français, et également il procure un diplôme allemand de Bachelor of Science, pour lequel nous avons visa du Sénat de Berlin, plus une accréditation d'une agence indépendante allemande. Les 2 diplômes sont bien entendu valables partout dans le monde. Alors on parle souvent de BBA et plus rarement de Bachelor of Science en France. Quelle est la différence? Un Bachelor of Science, c'est un standard anglo-saxon qui signifie qu'il y a un contenu quantitatif assez important et un contenu théorique assez important. Donc ce sont des programmes très sérieux, très reconnus à l'international, qui font une part importante notamment aux mathématiques et aux statistiques, et qui préparent les étudiants à toutes sortes de masters ou carrières nécessitant d'avoir quand même un bon background mathématique et quantitatif. Ça couvre les disciplines de management au sens large, donc vous avez de l'économie, du droit, etc. Et donc, comme vous l'avez compris, ça nécessite une aisance et une appétence pour les matières telles que les mathématiques. Qu'est-ce qu'un BBA? C'est un programme qui est plus centré sur les disciplines de gestion, qui en général a un contenu moins quantitatif ou un contenu quantitatif moins poussé, et qui donc est plus adapté à des étudiants qui n'ont pas une formation mathématique solide. Alors en France, tout le monde a une formation mathématique solide, dans d'autres pays peut-être c'est un peu différent. Or, c'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est un programme où nous accueillons actuellement, pour la dernière promo rentrée, 28 nationalités différentes, où les Italiens représentent 24% de l'effectif, les Allemands 19% et les Français 19%. Donc vous voyez, nous avons des gens qui viennent de systèmes d'enseignement secondaire très variés, et ça en fait toute la richesse. N'hésitez pas, si vous venez de vous connecter, à poser des questions sur Internet pendant que je déroule ce PowerPoint. Les objectifs du programme, c'est d'apprendre le management à travers une approche disciplinaire qui est ouverte aux sciences sociales et aux sciences humaines. Il y a également une part importante qui concerne la méthodologie, c'est normal pour un premier cycle universitaire, et qui insiste sur le développement de compétences personnelles. C'est aussi une extrêmement grande opportunité de découvrir et de comprendre la diversité des cultures, des contextes et des approches, et de ce fait, vous allez acquérir des outils de premier plan pour une carrière internationale. L'approche académique, alors vous avez plusieurs aspects, le développement personnel sur lequel j'insisterai un petit peu,
Il y a dans tout ce type de programme un développement approfondi des compétences de communication écrite et orale qui vous serviront bien sûr toute votre vie, non seulement dans vos études, mais aussi bien entendu dans vos autres activités, notamment professionnelles. Et dans cette catégorie, on va classer quelque chose qui s'appelle le projet collectif. Les projets collectifs qui sont destinés à favoriser l'initiative, à développer la créativité, l'esprit d'entreprise, et qui vous permettent de travailler en groupe. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste pendant un an à travailler sur un sujet que vous aurez choisi dans un groupe de 6-7 étudiants de nationalités différentes. En première année, c'est plus orienté montage d'une activité, d'une association, d'un événement. Donc ça s'apparente un peu à une association étudiante. En deuxième année, ça ressemble plus à un petit projet de consulting en entreprise. Alors, question de Régine. Le programme BSc est-il compatible avec l'alternance? C'est une bonne question. Pas en première année ni en deuxième année, mais en revanche en troisième année à Paris. C'est uniquement en apprentissage. Voilà. Mais sinon, le programme n'est pas organisé, par exemple, pour que vous puissiez à mi-temps travailler. Ça, c'est un peu plus compliqué. Sans compter que certains de nos étudiants n'ont pas le droit de travailler du fait de leur visa dans tel ou tel pays. Enfin, si vous êtes européen, vous avez le droit de travailler partout, c'est plus simple. Alors, la pédagogie, ce sont de petits groupes et de nombreuses heures de cours par semaine. Donc c'est une bonne transition, si vous voulez, par rapport... c'est une bonne transition avec l'enseignement supérieur. Vous avez moins d'heures de cours qu'au lycée, hein, c'est normal, une vingtaine d'heures par semaine. En revanche, sachez qu'on attend de vous au moins 2 fois ça de travail personnel et de travail en groupe. Donc on n'a pas l'impression d'avoir autant de travail peut-être que dans d'autres contextes, mais sachez que vous allez devoir vous prendre en main, et on vous y aidera bien sûr, pour ce travail personnel. Vous allez avoir beaucoup de travail en groupe au sein de groupes multinationaux, donc c'est là qu'il faut apprendre à se débrouiller, à s'imposer gentiment, à faire travailler l'ensemble du groupe, etc. Toute problématique que vous rencontrerez toute votre vie dans toutes les entreprises ou toutes les organisations où vous serez actifs. Vous aurez des cas pratiques et réels de simulation d'entreprise, et puis une forte interaction entre les étudiants et les professeurs. C'est favorisé par la taille des groupes. Quelques exemples de cours maintenant. En première année, vous avez donc soit Londres, soit Paris. Alors il y a un cours introductif qui vous présente les différentes disciplines du management qui s'appelle Intro to Business. Vous avez par exemple un cours de Financial and Managerial Accounting, numéro 1, il y a un numéro 2 en deuxième année. Des cours de statistique, introduction en psychologie et à la sociologie, ainsi qu'un cours de relations internationales et histoire. Alors je vois une deuxième question. Qu'est-ce que la simulation d'entreprise? La simulation d'entreprise, on n'y est pas encore, c'est en troisième année. Alors je vous parle déjà de la deuxième année. Entre la première et la deuxième année, vous pouvez faire un stage de 8 semaines et c'est optionnel. En deuxième année, vous allez rentrer plus avant dans les disciplines de management et vous aurez notamment cours de finance, cours de marketing, par exemple cours de business law et un collective project 2, ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc ça se fait, c'est un mini projet de consultance par groupe de 6-7. Et à la suite de ça, vous faites un stage de deuxième année, d'environ 12 semaines, qui peut être soit un stage assez classique, soit un projet à impact social. Donc si vous avez envie de travailler pour une ONG, de monter le site internet d'une charity, etc., tout cela est possible. En troisième année, enfin, vous allez avoir une simulation d'entreprise. Alors puisqu'on parle, le business game. Un business game, en fait, c'est quelque chose qui vous met dans une situation proche du réel et où vous travaillez pas en équipe, par équipe. Les équipes sont concurrentes les unes des autres et l'objectif est que votre société, la société dont vous avez la charge, soit la plus successful possible. Et pour ça, vous allez mobiliser les connaissances que vous aurez acquises
en première, deuxième et troisième année, mais cette fois-ci de façon transversale. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les problèmes qui se posent en même temps. Vous allez avoir des problèmes de marketing, des problèmes de finance, des problèmes de trésorerie, vous allez avoir des événements extérieurs qui vont venir perturber le jeu, etc. C'est passionnant. Vous avez aussi un cours de International Management et Stratégie, CSR qui veut dire Corporate Social Responsibility, et éthique qui est un gros sujet depuis de nombreuses années dans les business schools. Et puis vous aurez, alors c'est en troisième année que vous avez des électifs. Vous avez 4 électifs de management et 2 électifs de liberal arts, c'est-à-dire matière d'ouverture. Il ne s'agit pas vraiment d'une spécialisation, mais du coup, vous avez au total 6 cours que vous pouvez choisir durant l'année. Ce business game dont nous avons parlé, une thèse de bachelor, et à l'issue de ça, vous faites un stage de deuxième année qui, là, sera dans un environnement un peu plus classique. Le stage se fait en France ou à l'étranger, me demande-t-on. Oui, les deux sont possibles, donc il se fait là où vous voulez et où vous trouvez un stage. Et donc, quel type de stage? C'est très varié. Et donc ça peut être notamment travailler dans une ONG en deuxième année si vous le souhaitez. Donc, si vous avez un projet d'aller construire une école aux Philippines pendant l'été, eh bien ça rentre tout à fait dans la case stage de deuxième année. Alors, les aspects de professionnalisation, donc au moins 2 stages, entre la deuxième et la troisième année, d'une part, à l'issue de la troisième année, d'autre part. Pourquoi faire des stages? Pour mettre en application les théories, aussi pour acquérir de l'expérience. Le projet à impact social, nous en avons parlé, donc mission sociale ou humanitaire, et les projets collectifs, là, c'est ce que vous exercez dans l'année 1 d'une part et dans l'année 2. Ils ont différentes vertus. Vous avez donc petits groupes multinationaux, donc expérience du travail en groupe avec des gens qui ne pensent pas comme vous et qui ne réagissent pas comme vous. Ça s'étale sur une année académique. Ça vous incite à la créativité et esprit d'entreprendre. Avez-vous un cours de Human Resources? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'on s'est posé plein de fois la question lorsque nous avons créé ce programme, en 2013-2014, et nous avons finalement décidé que ce serait un cours optionnel. Donc ça fera partie des électifs, et en particulier HR dans un contexte d'entrepreneuriat. Mais ça n'est pas un cours obligatoire pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'abord, les HR, le cours de Human Resources, est souvent donné dans un contexte très local. Or là, nous avons des étudiants de tous les pays, donc pourquoi vous faire apprendre plutôt les règles allemandes que les règles françaises ou autres? Et d'autre part, souvent, on constate même chez les étudiants de master que ça nécessite pas mal de maturité et un peu d'expérience en entreprise pour pouvoir mieux l'assimiler, mieux le comprendre. Sinon, ça reste très théorique. Donc nous avons décidé de ne pas mettre ça comme cours obligatoire. En revanche, c'est un électif pour ceux qui le souhaitent. Question d'origine à nouveau. Quels sont les différents parcours suivis par les étudiants après le bachelor? Ah, mais là, vous anticipez sur la suite de mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Alors, nous n'avons pas encore de promotion diplômée, donc les premiers sont rentrés en 2015 et vont faire leur troisième année à Berlin l'année prochaine. On pense que nous aurons peut-être autant d'orientations différentes que d'étudiants. Clairement, l'idée, c'est probablement plutôt de se spécialiser en master après, avec un certain nombre d'étudiants qui vont vouloir travailler tout de suite, un certain nombre d'années avant de faire un MBA. Voilà. Donc l'objectif est plutôt probablement de se spécialiser après 3 ans de programme généraliste. Vous aurez une meilleure idée de ce dont vous avez envie et comme pays pour votre premier job ultérieurement. Et dans ce cas-là, par exemple, si vous voulez aller travailler en Asie, ça peut être intéressant de faire un master en Asie. Quelle est la discipline qui vous plaît? Par exemple, vous avez envie de travailler en hospitality management ou en marketing ou en finance. Et ainsi de suite. Et donc, nous aidons les étudiants à s'orienter en fonction de leurs souhaits. Question de Mehdi. Quelle est la différence dans le contenu des cours entre le bachelor d'une part et le master spécialisé d'autre part et le programme grande école? Ouh là, c'est une bonne question. Alors, bachelor, donc c'est quand même premier niveau, hein, ce sont des cours d'approche. En master, vous allez avoir des cours qui vont être plus poussés dans la même discipline.
Par exemple, vous allez avoir un cours de marketing de premier niveau, première approche du marketing en bachelor, et en master, par exemple dans le programme Grande École, vous allez avoir un cours plus poussé en M1, première année de master. Les masters spécialisés sont un peu différents, c'est quelque chose qui se fait avec plus 5 en France, donc éventuellement vous n'avez jamais fait de gestion et puis là tout d'un coup vous vous spécialisez dans tel ou tel domaine ou sur tel ou tel secteur d'activité et vous avez des premiers cours dans la discipline qui sont en lien avec notamment le secteur dans lequel vous voulez travailler. Donc c'est une approche un petit peu différente, si vous voulez. Dieu merci, le cours, il est adapté à l'âge de l'étudiant, à ses besoins, à son expérience, etc. Question de Mickey. Bonjour, qu'avez-vous de plus que le BBA? Alors je ne vois pas. Normalement, nous avons un contenu quantitatif plus important qui vous ouvre plus de portes. Un Bachelor of Science, si vous voulez candidater dans une université étrangère, c'est davantage reconnu comme un programme de grande qualité, très exigeant. Alors, la vie étudiante et associative, qui intéresse peut-être certains des interlocuteurs, elle est riche chez nous. Donc là, on vous a mis un petit échantillon de ce qui existait chez nous. Alors, l'Agora, c'est pas tout à fait une association étudiante, en fait, c'est l'organe représentatif des étudiants qui travaille en grande coopération avec l'administration, les professeurs, etc. et qui fait des tas de propositions. Nous avons une association, des différentes associations qui organisent un entrepreneurship festival, donc ça c'est très dynamique chez nous. Et puis nous avons différentes associations qui organisent des manifestations qui allie à la fois les étudiants, les entreprises et notamment les alumni, qui sont le ski event et la regatta, deux événements qui en l'occurrence ont lieu en Italie tous les deux, pas tout à fait au même endroit, la regatta ayant lieu à Ischia et le ski event ayant lieu dans les Alpes bien sûr. Et puis nous avons une association très prisée qui s'appelle Colonu, qui fait des simulations de négociations internationales. Nous avons d'ailleurs régulièrement 6 ou 7 étudiants du bachelor qui font partie de l'équipe. Et l'année dernière, ils se sont très bien tirés de la situation. Ils sont partis à New York et ils sont revenus avec un prix. Alors, y a-t-il des cours de sport? Ah, mais ça c'est une bonne question aussi. Quand on est sur la vie étudiante, alors le gros campus d'origine, nous avons beaucoup d'étudiants et celui de Paris, donc les sports sont bien plus développés sur le campus de Paris où vous avez à peu près tout. Et d'ailleurs les étudiants qui commenceront à Paris, après leur rentrée académique, ce qu'on appelle l'Academic Welcome, vont avoir une journée de sport où on va leur faire essayer plein de trucs. Pas moi, je vous promets, c'est l'association sportive qui organise ça. Donc il y en a pour tous les goûts, du rugby féminin, de la boxe, de l'aviron. L'école a toujours été très forte en aviron. Et donc les étudiants vont pouvoir tester plein de choses et s'inscrire même s'ils n'ont pas 10 ans de judo, 10 ans d'aviron, etc. Donc c'est très sympa, c'est très fédérateur. Sur les autres campus, il y a des choses qui s'organisent, mais pas sur la même échelle, pas avec des compétitions comme en France, où il y a des championnats universitaires auxquels nous participons régulièrement. Alors, les critères d'admission, on ira peut-être un peu plus loin. Voilà. À qui s'adresse le Bachelor in Management? Donc, à des étudiants qui souhaitent étudier dans 3 pays différents en 3 ans, qui maîtrisent l'anglais et qui sont capables d'étudier en anglais tout de suite, qui souhaitent développer leurs compétences linguistiques dans 2 autres langues, également, évidemment, qui sont titulaires du baccalauréat ou équivalent avec mention. Pourquoi choisir le Bachelor of Science de ESCP Europe? Alors déjà parce que c'est un programme généraliste, donc je pense que c'est intéressant d'avoir un programme généraliste pendant 3 ans et de se spécialiser en master ensuite. Vous allez acquérir des compétences qui sont absolument indispensables dans une carrière, je dirais quelle qu'elle soit, mais en particulier en finance, en marketing, etc. Vous avez des disciplines d'ouverture, on y revient, donc psychologie, sociologie en première année, relations internationales. Vous avez autre type de cours d'ouverture, vous avez un cours de codage en 2e année, avec non pas l'objectif pour vous de devenir des programmeurs, mais en revanche de savoir comment ça marche si vous travaillez
dans des startups et en collaboration avec des équipes qui programment. Et puis vous avez 2 cours d'ouverture encore en dernière année. Donc je dirais que si vous êtes très motivé par le management, mais que vous avez quand même envie de faire quelques autres choses et de ne pas trop vous concentrer uniquement sur le management, c'est une très bonne solution, et c'est très bien que les bons étudiants ont souvent envie aussi de voir d'autres choses et de continuer des études un peu plus théoriques ou au-delà du bac. Les méthodes pédagogiques d'une business school, alors combinaison de théorie et de pratique, et puis 3 pays en 3 ans, c'est une expérience absolument unique, en particulier avec un taux d'internationaux absolument incroyable, ce qui n'existe pas sur les autres programmes, en particulier en France. Donc découverte de nouvelles cultures, apprentissage de nouvelles langues, je peux vous dire qu'ils s'entendent très très bien. Ils font plein de trucs ensemble le week-end. On met à disposition un groupe Facebook à l'avance, donc les gens se rencontrent sur Facebook avant de se retrouver à la rentrée. Et vous retrouvez comme ça avec des amis italiens, allemands et de toute nationalité, c'est quand même un peu extraordinaire. Question de Jason. Est-ce que le niveau en mathématiques est similaire à celui des classes préparatoires MP ou ECS ? Alors MP sûrement pas, ECS vous n'avez quand même pas du tout le même nombre d'heures de cours, hein, soyons clairs. Donc forcément vous n'allez pas avoir tout à fait le même niveau à la sortie, vous avez quand même 2 cours de mathématiques et 2 cours de statistiques, donc au moins sur ces points-là vous allez être bien formés. Comment choisit-on les campus sur lesquels on étudie? C'est une bonne question. Alors ça, vous allez faire une proposition et mettre vos souhaits lorsque vous candidatez. Et puis, nous, on va vous admettre sur un track, ce qu'on appelle un track, c'est-à-dire une combinaison de 3 campus. Donc on essaie de respecter vos choix, et puis évidemment, ça tient compte de vos capacités linguistiques pour les campus de 2e année où il est nécessaire de parler telle ou telle langue. Et puis, ça dépend aussi de la place qu'il reste sur chacun des campus. Donc, ceux qui candidatent en tout début d'année ont beaucoup de choix, et ceux qui vont candidater très tard en auront un petit peu moins. Choisit-on les campus sur lesquels on étudie? C'est bien ça la question. Vous émettez des vœux et on essaie de les respecter. Je vous donne pas toujours votre premier choix. Aussi, parfois en discutant avec vous, vous modifiez votre choix et vous avez plutôt envie de faire autre chose. Quel niveau scolaire est attendu? On vise plutôt la mention bien, voire un peu plus. Alors, candidature en ligne, procédure en 2 temps. Donc vous allez nous fournir vos bulletins scolaires des 3 dernières années, les résultats des épreuves anticipées du baccalauréat pour ceux qui passent un bac français, une lettre de motivation en anglais, les coordonnées d'un professeur référent à qui on enverra un petit questionnaire, et puis il faudra que vous proposiez, que vous nous donniez un résultat de test de langue anglaise. Alors ça peut être TOEFL, IELTS ou Cambridge Advanced Exam, anglais. Vous pouvez candidater sans avoir le résultat du test, et on peut faire une admission, ce qu'on appelle une admission conditionnelle, c'est-à-dire qu'on vous donne le temps de passer le test, vous devez le passer et nous fournir le résultat au courant du mois de juillet probablement, voire un peu plus tard si nécessaire. Les candidats sélectionnés sont convoqués pour un entretien individuel de motivation et également pour un test ECP Europe de logique verbale et numérique. Et ces épreuves peuvent être passées à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, pour qui c'est trop coûteux, qui n'ont pas le temps, etc. Donc, même si vous n'avez pas encore eu le temps de candidater, que vous voulez le faire, mais que vous vous dites que vous êtes en province et que vous n'avez pas envie de passer 8 heures dans le train pour venir nous voir, rassurez-vous, on pourra régler ça à distance, ce n'est pas un problème. Alors, quel type de professeur référent, me demande-t-on? C'est une très bonne question. Alors, plutôt pas le prof d'éducation physique, parce que ça va pas être le plus utile pour nous. Donc un professeur qui vous connaît bien et dans une matière qui a quand même un peu un rapport avec le cursus. Ça peut être votre directeur des secondes, des premières, des terminales. Enfin, c'est pas forcément un professeur de terminale. En revanche, c'est pas non plus un professeur d'art plastique à l'extérieur de l'école.
Donc, ça peut être le prof de maths, ça peut être le prof d'histoire, ça peut être le prof d'anglais éventuellement, votre professeur de français de l'an dernier, pas mal de possibilités. Alors, comment réussir sa candidature? Alors oui, candidature en ligne, c'est bien. Lettre de motivation en anglais, c'est bien. Donc, puisque vous uploadez la lettre, vous avez le temps de la faire relire avant de l'uploader. Hein, vous n'écrivez pas en direct. Donc, sans blague, nous avons quand même un certain nombre d'étudiants qui, tout en se prétendant bilingues anglais, écrivent avec énormément de fautes de grammaire, etc., etc. Parfois des choses pas très compréhensibles, donc prenez le temps de soigner votre lettre et faites-la relire par quelqu'un. Alors, ce qu'on appelle le personal statement en anglais, c'est une lettre de motivation, mais pas uniquement, ça peut aussi être une façon de vous présenter, ça peut être un peu plus original, c'est pas j'écris au directeur du programme, hein, c'est plutôt un essai sur qui vous êtes. Et puis, bien sûr, vous glissez là-dedans tout ce qui vous met en valeur en rapport avec le programme. Entraînement pour l'entretien. Ah oui, petite question. Tenez-vous compte des différences de notation entre les lycées? Oh que oui! Oh que oui, parce qu'on sait bien qu'il y a des lycées où la note que vous avez reflète à peu près ce que vous aurez au bac, et d'autres lycées où il peut y avoir jusqu'à 4 points d'écart entre les notes de vos bulletins et les notes au bac. Donc, nous en tenons compte. Entraînement pour l'entretien. Donc, réfléchir à ce que vous pouvez mettre en avant de votre expérience personnelle. Donc, en fait, chacun a des choses intéressantes à raconter. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir, de voir ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de mettre en valeur, telle expérience quand vous étiez plus petit, ou quand vous étiez au contraire juste l'année dernière. Quand vous apprêtez à parler de quelque chose, y réfléchissez un petit peu avant à ce que vous avez envie d'en dire, parce que sinon, sous le coup de l'émotion, tout d'un coup, vous allez vous embrouiller, soit ce ne sera pas clair, soit vous aurez totalement oublié ce que vous aviez prévu de dire, donc il faut quand même s'entraîner un petit peu, réfléchir. Alors ça ne veut pas dire apprendre un discours par cœur, on ne vous laissera pas le dérouler de toute façon, mais ça veut dire que vous avez réfléchi au point que vous voulez absolument nous faire passer lors de l'entretien. Je sais, c'est pas toujours facile à cet âge-là de parler de soi, et même après d'ailleurs. Il faut anticiper les questions qui peuvent être posées. Alors vous pouvez avoir classiquement des questions sur la motivation, votre motivation pour rentrer dans le programme. Au-delà de quelque chose qui a l'air d'un cliché, en fait, nous, on a besoin de savoir si vous êtes encore hésitant sur votre orientation, d'essayer de comprendre si ce à quoi vous postulez, ça correspond bien à ce que vous avez vraiment envie de faire. On va essayer aussi de comprendre si on vous sent prêt à vous adapter pendant 3 ans dans 3 pays différents, ce qui peut être très attrayant au premier abord et puis un peu plus difficile à réaliser lorsque vous vous retrouvez à déménager chaque année, même si vous gardez plein de copains qui déménagent avec vous. Il y a souvent une question sur l'actualité, donc il faut se tenir au courant de ce qui se passe, essayer d'avoir des choses un peu intéressantes à en dire, pas trop bateau si on peut. Voilà. Et puis votre objectif, donc, c'est de démontrer votre ouverture d'esprit, votre capacité d'adaptation pour convaincre le jury que votre profil et vos projets sont en adéquation avec les objectifs de ce programme. Alors, pose-t-il des questions pièges sur l'actualité? Non, c'est pas piège. En général, on vous donne le choix de ce dont vous avez envie de parler. Et ne vous sentez surtout pas obligé de prendre l'actualité la plus battue et rebattue du moment, parce que c'est pas forcément là-dessus que vous allez apparaître comme original. Alors prenez un sujet qui vous intéresse et que vous avez un petit peu creusé, un petit peu suivi. Voilà. Rendez-vous compte aussi que quand on passe toute une matinée ou toute une après-midi avec des candidats, si tout le monde parle de la même chose, ça endort un peu les membres du jury, donc si vous vous démarquez un petit peu en parlant de quelque chose qui n'est pas l'actualité du moment, c'est pas mal. En revanche, c'est bien aussi que vous sachiez ce qui s'est passé le matin, enfin ce qui a été annoncé aux informations du matin, c'est toujours très utile. Quels sont ces fameux objectifs du programme? Alors, en fait, les objectifs du programme, c'est
que vous soyez... oui, c'est peut-être pas le meilleur terme. Donc, les objectifs du programme, c'est quand même centré sur le management, cours d'ouverture, donc vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé, langue, vous êtes intéressé ou non, et puis aussi tout cet aspect interculturel, vivre 3 ans et étudier 3 ans dans des pays différents avec des gens auxquels il va falloir vous adapter à chaque fois. A-t-on accès au concours à d'autres grandes écoles à la fin de la 3e année? Alors, grandes écoles, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est le programme grande école ou est-ce que c'est un autre programme? On n'a pas d'historique, franchement. Ce qui est sûr, c'est que le programme grande école de SCP Europe n'a pas vraiment de sens après ce programme-là, parce que notre programme grande école, il est moitié généraliste, moitié spécialisé. Nous, on considère que si vous avez fait 3 ans d'un programme généraliste, même si vous allez voir certaines disciplines en management de façon plus poussée en master, il est plus productif pour vous de faire un programme spécialisé. Ça, d'ailleurs, je reviendrai dessus un peu plus loin. Donc, dans la première promotion qui là va être à Berlin, il y avait 40% d'Allemands, 20% d'Italiens et pratiquement pas de Français. Je ne sais pas du tout si les programmes grande école français vont les intéresser ou pas, mais peut-être pas. Vous voyez, en revanche, il y a un garçon qui vient de l'EPFL, qui avait fait 1 an et demi à l'EPFL auparavant, qui reprend des cours de maths parce que lui, il a envie de candidater au MIT. Voilà, on a des gens, on a McGill qui est intéressé pour recruter des étudiants dans son programme de finance, 2 universités à Singapour qui sont également intéressées pour recruter nos étudiants. Donc je pense qu'il y aura un bon choix. Et l'objectif n'est pas forcément de faire un truc classique en France après. Voilà. Entraînement en ligne possible pour les admissibles, préparation au test de logique. Oui, il s'agit d'un test minuté de compétences logiques, verbales et numériques. Et on se réserve le droit de dispenser certains étudiants dont on pense que de toute façon ils ont ces compétences largement prouvées. Prochaine session d'admission mentionnée le 15 juin, le 29 juin et le samedi 1er juillet. Alors du coup, ça me laisse le temps de répondre à vos questions. Donc, concours à d'autres grandes écoles, on ne va pas vous y préparer plus particulièrement. En revanche, on va nos étudiants auront une préparation, par exemple, au GMAT pour pouvoir candidater à l'international. Sur l'oral, des conseils sur la tenue vestimentaire pendant l'entretien. Déjà, il faut que vous soyez à l'aise dedans. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est pas le jour où il faut mettre un truc neuf trop serré, en particulier pour les chaussures. Et ensuite, classiquement, les garçons sont souvent en veste avec un pantalon. Si c'est pas un costume, c'est pas grave. C'est un petit peu formel, hein. Dans vos générations, c'est un petit peu formel. Dans ma génération, moi, c'est toujours si on passait pas les oraux en jean, mais bon. Voilà, je suis trop âgée pour qu'on puisse faire la comparaison. Alors, doit-on amener son CV? Non. Non. Vous avez rempli en ligne également des informations sur vos activités extrascolaires, sur des stages que vous auriez pu faire, sur des séjours à l'étranger que vous auriez pu faire. Et ça, plus votre personal statement, vont servir de base à la discussion avec les membres de jury. Combien de temps dure l'oral? 20 minutes, donc c'est assez court. Combien de personnes dans le jury? 2 personnes en face de vous. Rassurez-vous, ça se passe très bien, hein, pas des ogres. On est là pour vous mettre à l'aise, que vous vous sentiez bien et que vous donniez le meilleur de vous-même en cette circonstance. Quand avons-nous les résultats? Alors en général, vous avez les résultats dans les 3 semaines qui suivent à peu près. Et donc quand on vous donne vos résultats, vous pouvez candidater éventuellement à une bourse. Nous avons un programme de bourse qui est donné sur un ensemble de critères qui comprennent bien entendu les critères financiers, mais aussi le mérite, diversité si vous avez un profil particulier.
sportifs de haut niveau ou d'autres choses de ce genre. Et on vous donne la réponse sur la bourse avant que vous ne confirmiez par un acompte non remboursable votre participation dans le programme. Donc les familles savent exactement à quoi s'attendre avant de payer cet acompte non remboursable. La bourse que nous donnons est a priori est renouvelable tous les ans sous condition de conduite, de travail, etc. Mais l'idée, sauf cas particulier à un problème, c'est que on renouvelle cette bourse et donc les parents savent où ils vont financièrement et vous savez aussi où vous allez financièrement. Est-ce que le rythme des cours est compatible avec une activité sportive intensive? Écoutez, je pense que ça peut l'être. 20 heures de cours, après ça, il faut bien s'organiser. Je dirais que si vous faites une activité sportive, un sport collectif, ça va être très compliqué, parce qu'on ne pourra pas aménager l'emploi du temps pour que vous vous libériez pour les entraînements de votre sport. En revanche, si c'est un sport individuel, je pense que vous pouvez tout à fait vous organiser pour le faire, comme dans plein d'autres études. Les frais de scolarité pour la rentrée prochaine s'élèvent à 13 100 €. On me pose la question. Et puis, l'accompagnement pour l'installation à l'étranger. Alors, oui, on vous accompagne, c'est-à-dire que on met à votre disposition des informations sur les colocations. Alors, tous nos programmes, en fait, changent. Dans tous nos programmes, nos étudiants sont amenés à étudier sur plusieurs campus. Donc, beaucoup d'étudiants sont en colocation et il y a régulièrement des colocations qui se libèrent pour un semestre, etc. Donc ça, on le met à disposition. On met à disposition les noms des foyers d'étudiants divers et variés. Alors, par exemple, à Londres, il y a des foyers pour femmes ou pour hommes. Il y a aussi des halls of residence. Vous pouvez avoir des studios, des appartements à plusieurs. Enfin, il y a pas mal de possibilités différentes. Donc oui, on vous guide. En Espagne, on a par exemple on est en lien avec une agence qui fournit des informations et des listings à nos étudiants. Donc ça se passe pas trop mal. En tout cas, nous n'avons pas nous-mêmes de logement à offrir aux étudiants. Nous ne gérons pas de logement du tout. Nous sommes toujours en centre-ville, donc on n'est pas sur le modèle des campus américaines. Vous êtes à la campagne et avec des logements. Le rythme annuel, vacances et cours. Alors, vous commencez fin août, donc la rentrée, en l'occurrence à Paris, va être le 28 août. Vous aurez, grosso modo, 12 semaines de cours. Alors, vous avez en général 6 semaines de cours, 1 semaine de vacances, 6 semaines de cours, des partiels, ce qu'on appelle le contrôle terminal. Donc, vous avez midterm exam et final exam. Ensuite, vous avez 2 semaines entre Noël et Nouvel An, voire 2 semaines et demie. Puis vous reprenez, alors après l'épiphanie, parce qu'on est calé sur les Espagnols, et vous savez peut-être qu'en Espagne, la semaine de l'épiphanie, donc la semaine du 6 janvier, 4-6 janvier, est totalement fériée, donc tout ce calé sur l'Espagne, et on reprend, je crois que c'est le 8 janvier en 2018, à nouveau 6 semaines midterm, et là selon les campus vous avez des vacances qui sont des vacances locales. Donc, par exemple en Espagne vous allez avoir toute la semaine sainte, à Paris vous allez avoir les vacances de printemps, il n'y a qu'à Paris qu'il y a des vacances de printemps, qui n'existent pas dans les autres pays, et des vacances d'hiver et des vacances de printemps, alors que dans les autres pays le semestre qu'on appelle de printemps, le spring semester, a pour unique vacances les vacances qui sont autour de Pâques. Oui, les différents campus ont les mêmes cours, très strictement, et même ça sera le même examen pour tout le monde, à la même date et à la même heure, ce qui est un sacré travail d'organisation, je vous prie de croire. Est-ce que SCP Europe et SCP Paris sont la même chose? Ben oui, SCP Europe, c'est l'ensemble, et Paris est un des campus, donc c'est le campus le plus ancien, mais ça n'est qu'un des campus. Donc, nous avons statut d'université à Berlin, nous sommes installés au Charlottenburg, à côté du Schloss Charlottenburg. À Londres, nous sommes dans Hampstead, et ainsi de suite. Voilà.
Alors, on insiste sur les précisions sur le test de logique. Je ne l'ai pas fait moi-même, donc je ne peux pas vous préciser dans le détail de quoi il s'agit. Ne paniquez pas, quand vous êtes admissible et que vous savez que vous êtes convié à l'entretien et au test, on vous donne le lien pour vous entraîner. Et donc c'est un test où il faut être un petit peu rapide. Alors, il y a toutes sortes de choses. Donc il y a une partie qui teste plus des compétences mathématiques et d'autres qui testent plus des compétences verbales. Quel est le point fort de ce bachelor? Je pense que c'est 3 ans, 3 pays dans un environnement très international, très multiculturel, où chaque nationalité est minoritaire dans le programme. Et aussi le fait que ce soit un bachelor of science, ce qui n'est pas très courant en France, mais qui est davantage à l'étranger. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, ben écoutez, si nous n'avons plus de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ah, ouais, il y a des questions qui se dessinent. Une petite dernière, non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup, très bonne soirée. Et puis, on attend avec joie vos candidatures, on sera ravis de les regarder. Bonne soirée!